Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 3 mars, J-1, avant le coup d'envoi du premier tour de la Coupe Davis entre la France et le Canada. Il faut savoir que les deux équipes se sont affrontées deux fois lors de cette compétition. C'était en 1966 et en 2012. La France l'a emporté à chaque fois. Demain, donc, le cours central du Vélodrome de Gourdeliane accueillera deux matchs simples. Le tirage au sort pour connaître les affiches a lieu en ce moment même au Memorial Act. Et comme vous le voyez sur ces images, les joueurs français n'ont pas hésité tout à l'heure à prendre la pause, à signer des autographes ou encore à prendre des selfies devant le Memorial Act. Le tirage au sort est effectué par la championne d'escrime guadeloupéenne Isaura Tibus. Et tout de suite, justement, on va retrouver Éric Pommier qui se trouve en direct du Memorial Act. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté au tirage au sort de ce premier tour de la Coupe Davis. Quel est le verdict? Alors, le verdict, bien sûr, on s'attendait à différents suspense. C'est la surprise, quand même, que Guy Simon a été numéro 2 de l'équipe de France. Gaël, bien sûr, a gardé le leadership qui est à la maison. Donc, il fallait effectivement mettre un petit peu de ciment dans ce tirage au sort. Donc, Gaël, mon fils, numéro 1, Guy Simon, numéro 2. Il faut savoir que les rencontres démarreront le vendredi à 11h. Et le premier match sera Gaël Monfils qui sera opposé au Canadien Frank Danchevich. Suivra le match du numéro 2 français, donc Gilles Simon, qui sera opposé au grand basket Pospisil. Donc quand on regarde le choix, il est assez étonnant. Yannick Noah sait ce qu'il fait, donc il a choisi de jouer la jeunesse, de jouer l'expérience. Et on risque justement d'avoir une rencontre au sommet dès l'ouverture de ce premier tour de la Coupe Davis. Le samedi, ce sera Richard Gasquet pour le double, un double qui aura lieu à 14h. Richard Gasquet sera en compagnie de Joe Wilfried Tsonga pour affronter la paire Esther Pospisil. Et dimanche, on terminera avec un autre simple qui sera Gaël, mon fils, qui devra se battre contre Pospisil, la match très intéressant, suivi de Gilles Simon, qui lui sera opposé à Danchevich. Autant vous dire que finalement, le suspense a été entier, la surprise, elle est là. Je pense que Yannick Noah s'est donné toutes les chances de gagner, de remporter ce premier tour de la Coupe Davis. Merci Éric Pommier pour toutes ces précisions. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, arrive ce soir en Guadeloupe. Une visite de 3 jours, justement, dans le cadre de la Coupe Davis, mais pas que, puisque dès ce soir, elle rencontrera des sportifs de haut niveau guadeloupéens. Demain, plusieurs rendez-vous consacrés à la jeunesse sont inscrits à son programme. La ministre lancera également en fin de journée la campagne « Ici, je m'engage », une nouvelle action de lutte contre le Zika. Et puis donc samedi, elle assistera au match de double de la Coupe Davis. Au chapitre santé, c'est aujourd'hui que se déroule la 4e journée antillaise de cancérologie. Le thème cette année, tumeurs rares et thérapie ciblée, un séminaire qui a lieu à la résidence départementale au Gosier. Le reportage de Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen. Ce 4e anniversaire depuis 2012, c'est l'occasion pour les médecins généralistes et spécialistes d'échanger et de collaborer afin d'optimiser les traitements des patients. Alors le but, c'est la prise en charge optimale dans un temps réduit de ces patients. Cette manifestation, c'est vraiment resserrer les liens parce qu'on n'est pas spectateur, on est acteur. Parce que pendant cette journée, nous aurons à témoigner par un cas clinique ce qui nous est arrivé et comment la prise en charge a été faite en ambulatoire, puis secondairement à l'hôpital et le suivi concomitant entre le médecin, le chirurgien et l'oncologue parfois. C'est un moment où les gens s'arrêtent, puisque c'est mi-carême, donc les gens se consacrent à un enrichissement donc, de leurs connaissances professionnelles, au profit du patient, bien évidemment. Le cancer est encore trop présent en Guadeloupe, pourtant le tarif d'une consultation n'est normalement pas un frein à l'accès aux soins de santé pour les patients. Alors il y a une large couverture sociale donc de la prise en charge ici. Ça ne doit plus être un argument avancé pour limiter donc l'accès aux soins. On estime que la couverture sociale elle est de plus de 95% ici. L'aspect financier n'est plus une excuse. Alors messieurs,
Si l'idée d'aller consulter et d'offrir votre intimité à un docteur vous effraie, pensez aux conséquences d'un cancer avancé de la prostate qui seront bien pires. Tous les patients, dès l'instant où ils entrent donc dans une démarche de soins, ils bénéficient donc d'une prise en charge. Il n'y a pas à se préoccuper, si on peut dire en Guadeloupe, de cette inégalité qu'on peut constater peut-être dans certains pays et qui vise donc la couverture sociale et donc l'accès aux soins. Donc l'idée c'est vraiment que l'homme, dès l'instant où il estime que c'est différent par rapport à... Il a des signes qui sont un peu curieux, qu'il n'avait pas auparavant, qu'il aille voir son médecin traitant. Un dernier conseil santé avec le professeur Suzy Deflor. S'écouter et ne pas hésiter surtout à consulter quand on a des signes qui durent 3 semaines, 1 mois et qui peuvent paraître tout à fait anodins, mais qui peut-être ne le sont pas. Donc consulter, prendre un avis, faire cette démarche et ne pas laisser passer le temps à attendre que les choses... Et notez que le 5 mars, une journée de prévention sera ouverte au public. L'actualité judiciaire maintenant avec le LKP, l'UGTG, la Fondation Frantz Fanon et le collectif de l'Ouest de Sainte-Rose qui réunissaient la presse ce matin au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Ces organisations ont intenté un procès à l'État concernant notamment l'indemnisation des esclavagistes. Une audience doit avoir lieu demain matin. Les précisions tout de suite d'Élie Domota, le porte-parole du LKP. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Demain, devant le tribunal là, nous sommes présents pour nous voir qu'un juge à l'État français qui a décidé par rapport à les questions prioritaires de constitutionnalité que nous déposons. Nous avons rappelé depuis plus d'1 an, nous déposons une requête devant l'État français pour demander juge à l'État français de condamner la France à ce qu'ils mettent en place des groupes d'experts, d'économistes, de géographes et autres pour évaluer le préjudice que les Indiens Kalina subissent, préjudice que les Africains subissent, les mettent en esclavage et les fait ça a créé la colonisation et la traite négrière. Deuxième bitin, nous demandons également à ce que le juge là condamne l'État français à mettre en place une véritable réforme agraire pour une redistribution des terres, puisque aujourd'hui là, Tignon le monde qui est propriétaire à des milliers d'hectares de terres en Guadeloupe, qui est directement issu de crimes que vous fait, les vous débarqué ici pour te mettre en esclavage et massacrer notamment les Indiens Kalina. Et pour accompagner ça, nous déposer, comme on a dit, 2 questions prioritaires de constitutionnalité dans lesquelles nous avons demandé au juge là de transmettre le dossier là ça devant le Conseil constitutionnel car nous avons estimé que l'article 5 du décret loi de 1848 qui prévoit en loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves et la loi de 1849 qui a calculé indemnisation à les propriétaires d'esclaves, ce sont des textes qui ne sont pas conformes à la Constitution à l'État français, puisque la Constitution à l'État français qui a parlé de liberté, d'égalité, de fraternité, de sauvegarde de la dignité humaine et est basé sur les fondements essentiels, les grands principes à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous vous en parlions il y a 2 semaines sur Alizé. C'est en septembre prochain que le rachat de la centrale géothermique de Bouillante par le groupe américain Ormat Technologies doit être conclu. Un changement de main qui devrait permettre de rendre plus rentable l'usine après 30 ans d'exploitation. Une opération qui n'est pas du goût de tout le monde. 2 organisations d'extrême gauche veulent en effet mobiliser les Guadeloupéens. Il y a 2 jours, une pétition a même été lancée. Reportage de Jacques Damprobe et de Zach Lancien. La centrale géothermique de Bouillante, unique en France. Pourtant, 30 années ont passé et l'activité n'est toujours pas rentable. Les 2 actionnaires, les mines et EDF, ont décidé de se débarrasser d'un joyau ignoré du plus grand nombre et devenu encombrant. Au plus tard, en septembre prochain, 85% du capital de l'usine seront donc cédés à l'américain Ormat Technologies, leader mondial du secteur. Une issue qui ne plaît guère aux partis de gauche et aussi pas. Nous considérons qu'il s'agit là d'un patrimoine de la Guadeloupe qu'il ne faut pas brader, qu'il faut garder dans le patrimoine de la Guadeloupe pour que les générations qui viennent, les générations futures, puissent trouver de quoi travailler, de quoi se former dans les métiers nouveaux et surtout, c'est l'avenir de la Guadeloupe, c'est le développement des énergies renouvelables. Pourtant, grâce à de nouveaux investissements, le rachat en cours par le privé devrait offrir de nouvelles perspectives à la centrale et la sortir enfin d'un déficit structurel durable. La production devrait être revue à la hausse et améliorer ainsi les besoins de l'archipel. Un argument qui ne tient pas pour les opposants au changement de main.
Nous n'avons aucune garantie pour le futur parce que vous savez très bien que c'est une entreprise privée qui fonctionne sur la base de la rentabilité. Si cette entreprise estime demain que la centrale n'est pas rentable, cette entreprise va fermer la centrale. Donc c'est pour cette raison que nous considérons que l'énergie, l'électricité est un bien commun. Il faut que cette énergie puisse être gérée par le service public, c'est-à-dire l'EDF. Je pense que la région Guadeloupe aurait dû se mêler de cette affaire puisque cette centrale est vendue pour une bouchée de pain aux Américains puisque c'est vendu pour 52 millions d'euros. Je rappelle que le Memorial Act a coûté 100 millions. Et donc on pourrait très bien acheter cette centrale, ce qui permettrait de former des jeunes aux métiers du futur, aux métiers qui vont se développer. Et surtout, nous aurions, la région Guadeloupe, les Guadeloupéens auraient la maîtrise de cette énergie. Les anti-rachats en appellent à l'intervention des élus. Après le retrait de l'État, la région Guadeloupe, en charge de la politique énergétique, est-elle en mesure de réagir alors que le sort de la centrale géothermique de Bouillante est quasiment scellé? On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Dans quelques instants, nous allons revenir sur ces inondations meurtrières en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Haïti, grave inondation. Le passage d'une onde tropicale dimanche dernier a provoqué d'importants dégâts dans l'ensemble du pays. Plus de 9600 maisons dans le nord ont été inondées. Au sud-ouest, dans le département de Grand-Anse, une personne a été tuée en traversant une rivière pendant les intempéries. Le passeur qui l'accompagnait, emporté lui aussi par les eaux, n'a pas encore été retrouvé. Dans ce même département de Grand-Anse, 3 pêcheurs sont également portés disparus. Malgré l'étendue des dégâts, le plan d'urgence n'a pas été activé par les autorités haïtiennes. Faute d'abris publics ouverts, les milliers de sinistrés n'ont eu d'autre choix que de se déplacer chez des proches. En attendant la baisse du niveau des eaux, c'est la 2e fois en moins de 2 semaines que les quartiers populaires de Cap-Haïtien sont inondés. Suriname, visite du ministre des Affaires étrangères du Brésil. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Mauro Vieira, est arrivé au Suriname afin de s'entretenir avec le président Desi Bouterse et le ministre des Affaires étrangères, Nirmala Bradraising. Cette première visite du ministre brésilien à son voisin surinamais marque d'une pierre blanche la volonté de faire progresser l'intégration sud-américaine dans la coopération sud-sud. Les deux pays cherchent à coopérer davantage dans les domaines des ressources naturelles, l'agriculture, l'élevage et la pêche, la santé et la sécurité par le partage de l'information et de l'expertise. Le Suriname et le Brésil devraient signer divers accords de coopération dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le Zika. En outre, le Brésil fournira un appui technique dans la production d'une nouvelle carte géologique du Suriname. Après ce séjour, Mauro Vieira se rendra au Guyana où le président David Granger souhaite traiter des grands enjeux qui attendent l'Amérique du Sud au cours des prochaines années. Venezuela, un parlement au pouvoir limité. Le tribunal suprême de justice du Venezuela a annoncé ce mardi 1er mars qu'il limitait les pouvoirs du Parlement. Celui-ci ne pourra désormais que contrôler l'exécutif et perd son droit de contrôle sur le pouvoir judiciaire. Avec 112 sièges, c'est la coalition de l'opposition qui contrôle désormais le Parlement, le parti de Nicolás Maduro ne comptant plus que 55 députés. Le tribunal suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, est un acteur clé de la bataille institutionnelle qui s'est ouverte entre le Parlement et le pouvoir de Nicolás Maduro, successeur de Hugo Chavez. Les nominations de juges y sont donc sensibles. Or, le Parlement, lorsqu'il était encore contrôlé par les chavistes, avait nommé fin décembre 34 nouveaux juges au sein de ce tribunal. Une fois arrivé à l'Assemblée début janvier, l'opposition a mis en place une commission pour enquêter sur ces nominations. Les opposants ont pour objectif clé d'accélérer la procédure pour faire tomber rapidement le président socialiste Nicolás Maduro. Retour en Guadeloupe, c'est la mi-carême aujourd'hui, véritable dernier jour du carnaval avec le défilé en rouge et noir prévu dans les rues de Pointe-à-Pitre ou encore de Basse-Terre. Ce sera en fin d'après-midi. La mi-carême qui coïncide à la 3e semaine de la période des 40 jours de jeûne, de pénitence et d'abstinence qui doit mener les catholiques à Pâques et à la résurrection du Christ. Cette année, le carême tombe en pleine année sainte de la miséricorde décrétée par le pape François. Les explications de Monseigneur Rio Creux, évêque de Basse-Terre, il est interrogé par Jacques Damprobe.
en cette année 2016, suivant l'invitation du pape François, c'est une année de la miséricorde. Et le pape n'a pas manqué de souligner d'ailleurs le lien qu'il y a entre la miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles qui comportent tout simplement ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité ou en prison. » C'est-à-dire de s'occuper aussi de ses frères. Et le thème de cette année de la miséricorde, c'est très simple, c'est miséricordieux comme le Père. Alors il faut expliquer ce mot de miséricorde. C'est littéralement l'amour de Dieu, et même le mot hébreu est très fort, puis c'était l'amour des entrailles, c'est-à-dire l'amour maternel et paternel, l'amour qui vient au secours de notre misère. Et ça prend tout son sens, parce que dans un monde de violence, dans un monde de guerre, nous avons besoin d'entendre ce message de la miséricorde qui est donné tout au long de cette année 2016 et plus particulièrement en ce temps de carême. On va reparler de sport avec le Grand Prix du Conseil départemental de triathlon qui aura lieu ce samedi à Saint-François. Et pour en parler en détail, l'organisateur Christophe Roualan est notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour, merci. Alors c'est un grand rendez-vous pour tous les triathlètes. Combien de sportifs ont répondu à votre appel? Sur la journée, puisqu'on a plusieurs épreuves, on a un aquathlon d'abord avec les enfants le matin, afin de les associer à cette fête, une centaine d'enfants. Et après, donc la compétition principale, ouverte en individuel et en relais. On a un peu plus de 100 athlètes en individuel et 35 équipes, ce qui fait un peu plus de 100 athlètes sur la partie relais. Alors d'où viennent-ils ces athlètes? De la Caraïbe, de la métropole, du reste du monde? On en est à la 5e édition. Initialement, c'était pour répondre à un besoin des athlètes locaux d'une distance comme ça. On organise avec la Ligue des manifestations tout au long de l'année, mais sur une distance comme ça, c'est assez particulier et il n'y en avait pas. Donc il y a 5 ans, on l'a créé. L'objectif étant aussi à la fois de pérenniser cette manifestation, mais de la développer et d'amener des gens de l'extérieur. Il faut savoir qu'une distance comme ça, on appelle ça Alpha Ironman. Ça se développe partout dans le monde. Et avec les atouts qu'on a en Guadeloupe, il était important qu'on puisse avoir cette manifestation. Donc on a des champions qui viennent d'Amérique, on a un champion croate, on a une quadruple championne du monde anglaise, et on a aussi ce week-end avec la Coupe Davis, on a aussi notre match France-Canada, parce qu'on a un Canadien et une Canadienne qui viennent se confronter aux Français. Alors j'allais venir justement vous parler d'Alf Ironman. C'est la particularité de cette compétition, puisque les distances sont plus longues qu'un triathlon normal, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est la distance qui se développe le plus aujourd'hui sur le circuit international. C'est un peu un défi pour les gens, notamment ici, parce que les athlètes ne connaissaient pas cette distance, de se confronter, 2 km de natation, 90 et un semi-marathon pour finir dans des conditions climatiques assez difficiles, il fait très chaud. Donc les gens aujourd'hui veulent ce type de défi, et on amène aussi à travers les relais des gens qui viennent de la natation, des cyclistes, des coureurs à pied qui n'ont pas l'habitude de faire un triathlon, mais l'ambiance aidant, ils viennent et on ne désespère pas non plus de les amener à participer à nos autres épreuves. Alors vous le disiez, donc c'est la 5e édition. L'année dernière, c'est un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne qui avait... Non, c'est de métropolitains, parce qu'on a un plateau quand même de plus en plus renommé. Donc c'est des champions. Romain Guillaume qui gagne, fait partie des 10 meilleurs mondiaux. Jeanne Collonges aussi. Et là, cette année, on leur a amené un peu plus d'adversité avec d'autres champions qui viennent d'autres pays. Après, on a nos athlètes, on a une très très forte densité. On a nos athlètes locaux qui, chez les hommes, c'est Olivier Noglotte. On a le Francky Fabre qui vient de Martinique. Et les 2 meilleures Guadeloupéennes, en l'absence de Guyline Louis, c'est Christelle Martinez et Nadia Renesson qui est championne de Guadeloupe. Donc ça leur permet aussi de se confronter à un niveau, à l'élite mondiale. Alors ce Grand Prix, on le disait, c'est un demi-Ironman. Pourquoi pas organiser un Ironman l'année prochaine en Guadeloupe, parce que ça n'existe pas encore Non, il fallait commencer par là. Après, c'est une organisation qui peut être différente. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est amener des gens, faire reconnaître la Guadeloupe et amener les gens à se déplacer, à venir participer. Après, aujourd'hui, on a des routes qui ne sont pas encore fermées à la circulation. Ça nécessiterait de passer encore un cap en termes d'organisation et de participation de nos collectivités.
Le public pourra évidemment assister donc au déroulement de toutes ces épreuves samedi. Oui, donc démarrage à 8h. On a aussi un village avec des animations sportives et culturelles. Donc j'invite tout le monde à venir passer la journée à Saint-François pour ceux qui n'auraient pas de place au Vélodrome l'après-midi, parce que ça vaut le coup. On a des parcours superbes. Plage du Lagon pour la natation, la Pointe des Châteaux et la baie d'Olive, et à vélo, et le golf et la marina pour la course à pied. C'est un des plus hauts parcours que je connaisse au monde. Et juste avant, vous le disiez au début de cet entretien, donc les enfants qui ne seront pas en reste, puisqu'il y aura l'aquathlon spécialement dédié pour les enfants. Oui, parce qu'on veut leur faire participer. Ils passent la ligne d'arrivée comme les grands sous l'arche, donc c'est la fête pour eux aussi, puis c'est l'avenir du triathlon. Ça amène les parents, donc pour nous c'est tout bénéfice. Donc fête à Saint-François samedi toute la journée, et j'en profite pour remercier quand même les collectivités qui nous aident, effectivement le département depuis 2 ans, la région, le comité des îles et la ville de Saint-François. Merci Christophe Roalland d'avoir été notre invité ce midi sur Alizé. On en vient à vos informations pratiques avec les coupures d'eau du jour. Une rupture de canalisation s'est produite ce matin à Bémao, ce qui engendre des perturbations, voire des manques d'eau dans plusieurs secteurs. Sont notamment concernés Beau-Soleil, Bellecour, Blachon, Calvaire, Convenance, Dorville, Paco, Plaisance, Saint-Alban ou encore Wonche. Retour à la normale prévu en début de soirée. Et puis aux abîmes, des travaux sont effectués depuis ce matin sur le réseau. La distribution de l'eau potable est interrompue sur la RN5 et dans la ZAC de Dotémar. Retour à la normale en fin d'après-midi. Mais la Générale des Eaux prévient que ces perturbations pourraient être prolongées en cas de difficulté. Avant de se quitter, je vous rappelle que l'on connaît depuis ce midi l'affiche des matchs du premier tour de la Coupe Davis. Demain, pour le premier match d'ouverture, ce sera Gaël Monfils contre Dancevic. Deuxième match, Simon contre Pospisil. Samedi, place au double et c'est le duo Gasquet-Tsonga qui a été choisi pour ce rendez-vous. Enfin, les matchs de dimanche, Monfils sera opposé à Pospisil, Simon sera opposé à Dancevic. On y reviendra bien sûr en détail dans notre édition ce soir à 19h. Le temps qu'il fera cet après-midi en Guadeloupe, un temps qui devrait être moins humide comme vous le voyez sur cette carte, sauf pour la région de Sainte-Rose et de Des qui n'échappera pas à quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits Secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.